5 mai, donc il est 1h, bientôt 2h. Je viens juste de terminer la cuisson d'un ensemble de préparations boulangères. J'ai intitulé cette prise de parole « Mi-figue, mi-raisin ». Je suis content d'avoir trouvé ce titre parce qu'il exprime très bien le problème et même il a un côté littéral. J'ai essayé de faire des pains au raisin. J'ai essayé aussi de faire une sorte de pain feuilleté. J'ai aussi fait du pain au maïs, 1/3 maïs, 2/3 farine de blé. Évidemment, je fais 4 dans le four d'une gazinière simple, avec uniquement un feu venant par le dessous, par le bas. Donc ça complique les choses. Donc je fais ça. Et cette gazinière, elle m'accompagne depuis bientôt maintenant 30 ans. Donc c'est une vénérable auxiliaire. Mais donc je la garde parce qu'elle a ce côté un peu, voilà, une survivante. Donc elle a déjà quelques problèmes, notamment le bouton qui contrôle la température dans le four. Donc dès le départ, quand j'ai posé des choses, le feu était à son maximum, donc ça a grillé des choses. Donc il y avait une odeur de cramé. Donc 4 niveaux, alors que normalement les gens, c'est un seul niveau. Je dirais que je suis un précurseur. Dans ce sens, je dis ça un peu au second degré, au premier degré aussi, mais au second degré. Donc je fais une cuisson, mais le gaz qui aurait pu servir à cuire un seul élément, dont par exemple une sorte de, comme on appelle ça, une sorte de récipient en fer, j'ai oublié le terme. Dans le passé, je faisais ça, je faisais un gâteau, une sorte de cake. Et donc, voilà, c'est tout. J'en faisais qu'un à la fois. J'ai progressé, si je puis dire, et maintenant, il m'est impossible d'utiliser un seul, de cuire une seule chose. Donc, si jamais je me mets à penser à préparer quelque chose, il faut que je planifie, donc, soit pain, soit pizza, soit cake salé, soit brioche, énormément de choses. Donc, là, pour une fois, j'ai, devant la catastrophe qui s'annonçait, j'ai en fait réduit le feu. J'ai accédé au contrôle du feu qu'à partir du moment où j'ai pensé, voilà, il m'a fallu des années, penser à enlever une plaque qui m'empêchait de voir le feu, puisque le feu, je ne peux pas le contrôler par le bouton qui normalement le contrôle, parce qu'il est, il est hors d'usage. Donc je le contrôle visuellement, ce qui fait, mais au moins je le contrôle. Avant je le contrôlais pas. J'allais à l'aveugle et voilà. Donc mes figues, mes raisins, parce qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors je commence par la fin. J'ai fait ces pseudo pains au raisin. Ils sont dorés comme il faut. Là au moins, il n'y a rien à me reprocher pour ça. Le pain, par contre, le pain au maïs, lui, je l'ai trop aplati. Apparemment, il
il va me casser ce qui me reste dedans, c'est archi dur, donc c'est, malgré le fait que je l'ai fait suer, mais ça n'a pas suffi. Donc c'est une mini catastrophe, à mon échelle c'en est une. Il y a toujours le plaisir d'avoir, voilà, donc beaucoup d'heures qui sont passées à préparer. D'abord j'ai commencé par préparer la pâte pour les pains au raisin. Évidemment, je n'ai pas suivi la méthode pour la pâte feuilletée qui consiste à travailler ça sur, je ne sais pas combien de fois il faut aplatir la pâte, etc. Puis il faut à chaque fois la remettre au froid pour qu'elle durcisse, puis voilà. C'est affreux, affreux. Et là, je comprends les artisans boulangers qui ont recours à de la pâte feuilletée déjà toute prête, parce que c'est impossible, c'est monstrueux le travail que ça demande. Donc, voilà, donc, mais moi, pour faire des économies, je n'achète pas la pâte feuilletée. La pâte brisée, c'est facile à faire, la pâte feuilletée, c'est une autre affaire. Donc, mi-figue, mi-raisin, ou mi-raisin, mi quelque chose. Donc, je suis à moitié victorieux de moi-même, parce que j'ai réussi à quitter ma place, à laisser le PC, et puis voilà, j'ai pour une fois cette activité de faire des choses, du pain à la maison, ce n'est plus l'activité de certaines personnes, c'est devenu un peu l'activité de beaucoup de gens, j'imagine. Le désarroi de millions de foyers qui se mettent à faire du pain, à faire des gâteaux, et évidemment, entre l'idée que l'on s'en fait, le résultat qu'on attend, qu'on espère, et quelquefois on en est même sûr parce qu'on suit une recette et on se dit, tiens, ça va fonctionner. Et alors, soit ça a trop brûlé, soit c'est trop dur, soit ça n'a pas bien levé, soit c'est immangeable, et vous pouvez peut-être quand même, parce que vous dites ça m'a coûté en effort, peut-être ça m'a coûté en argent, je vais quand même y goûter, mais les autres, ils vont y goûter, ils vont le cracher de suite. Donc voilà une chose. Alors j'imagine donc les femmes qui ne faisaient pas de préparation, et pas de pain, etc. Et puis j'imagine les hommes aussi qui ont dû s'y mettre parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils ont envie de se tester. Voilà, c'est une chose. Alors moi, je me teste depuis des années, je n'ai toujours pas acquis la méthode. Alors au bout de combien de milliers de fois une femme devient compétente dans la fabrication de telle ou telle préparation boulangère ou préparation culinaire? Il faut des milliers d'essais. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être une initiation commencée par la mère de la future mère, mais j'ai pas souvenir de ma mère ayant raté une préparation. C'est ça le truc, parce que elle faisait cette chose-là de façon, pour moi c'était la chose que l'on faisait, c'était le degré ultime de la réalisation, mais évidemment c'est un critère subjectif, donc c'est un jugement très subjectif, parce que j'ai grandi selon, comment dire, j'ai grandi c'est ma mère qui a fait grandir en moi la préférence ou le fait de donner une valeur à une chose ou à une autre. Cette chose-là est parfaite, c'est comme ça que ma mère la faisait, donc ça elle correspond à ce que ma mère faisait, donc c'est parfait. Mais c'est vrai, quand on fait la cuisine, évidemment, il y a un moment, comme vous faites
quand vous ajoutez du citron confit, là, si vous le faites bien, ça ajoute un élément. Et là, vous voyez, vous faites des pommes de terre avec du poulet, pauvre poulet, et peut-être aussi pauvre pommes de terre, mais vous faites ça, ben c'est bon. Mais si vous aviez rajouté du citron confit, ça aurait été mieux. Mais imaginons que vous auriez rajouté du safran et du vrai. Alors là, rien qu'au niveau de l'odeur, alors le goût, donc vous voyez la différence. Un repas de fête qui suit par exemple le sacrifice du bélier, le culte du bélier et non pas le sacrifice du mouton, c'est un non-sens parce que là on sacrifie un bélier et on ne sacrifie pas un mouton. Donc c'est il y a des femmes ou des gens très dans la détresse économique et qui sacrifient des brebis. Mais c'est en dernier ultime recours. Mais sinon, il faut sacrifier un bélier et de préférence un bélier qui est vraiment un beau bélier, un beau mâle. Sacrifier quelque chose à Dieu, ça doit être relativement exceptionnel. Donc voilà, puis il y a une compétition entre les familles, etc. Donc le bélier, une partie du bélier qui est mangée, ben évidemment le safran est présent. Et on voit cette perfection, là c'est la perfection faite, je sais pas comment dire. Donc voilà, on a un étalon maître, c'est la mer. Mais on pourrait vivre 3 fois notre vie qu'on n'arriverait pas à égaler ce que faisait la mer. C'est impossible, c'est l'ordre de l'impossible. Alors je dis, mi-figue, mi-raisin, je réussis, mais je ne réussis pas en totalité. Et je revis des échecs précédents. C'est comme ça, hein, je peux rien faire. Je suis condamné à échouer et condamné parce que donc quand je voulais en fait faire quelque chose avec cette pâte qui allait être feuilletée, j'avais confondu avec la pâte qui devait servir à faire des pains au raisin. Donc déjà j'ai dû en catastrophe, j'ai réussi à sauver la situation. Mais sinon voilà, donc c'est déjà, il y a trop de choses à la fois, on veut tout faire d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'on est un mec. Et un mec, ces questions d'intendance, ça lui pèse. Ça le dérange. Il n'a pas de plaisir à le faire. Donc il veut aussi faire quelque chose pour une semaine, pour 10 jours, il veut être tranquille. Bien entendu, demain, j'aurai quelque chose à mon petit déjeuner qui ressemblerait à du pain au raisin. Bien sûr, j'ai raté la garniture, j'ai raté la crème pâtissière parce que à un moment donné, je n'ai pas tourné, et voilà, je n'ai pas voulu suivre la recette de façon très fidèle. Donc à un moment donné, je voulais économiser un peu de lait. Finalement, j'ai pas dû en économiser, j'ai dû en rajouter. Finalement, la crème pâtissière, elle a durci, c'est devenu presque, elle a trop cuit. Parce que c'est ça. Les raisins que j'avais mis à tremper, peut-être qu'ils n'ont pas trempé assez, parce qu'il fallait le faire tremper la veille, donc commencer la veille. Et donc, il n'y en avait pas assez par rapport à... Donc, c'est au pif.
c'est un hasard. Et on ne peut pas attendre du hasard qu'il vous donne un coup de main, c'est pas possible. On demande trop au hasard. Il va peut-être intervenir dans quelque chose, mais il pourra pas être partout. Voilà, je mets du sucre sans mesure, je mets des matières grasses sans mesure. Ah oui, l'œuf. Ah oui, l'œuf, j'ai respecté. Mais à chaque fois, il y a comme une impossibilité, je pourrais dire ontologique, à faire les choses comme elles doivent être faites, à suivre à la lettre. Mais pourquoi on suit pas les choses, on fait pas les choses comme cela s'est toujours fait? C'est vrai que je n'ai pas le feu pour la crème pâtissière, il était trop fort déjà, donc il faut un feu doux, et magasinière à moi, elle en a plus de feu doux, donc déjà, une chose, j'avais parlé avant le confinement, je pense, au début du confinement, de la charge mentale en référence à ce qu'une femme doit supporter, évidemment, par rapport à ses nombreux champs d'intervention, de préoccupation, de responsabilité et de labeur, etc. Donc c'est vrai que les choses ont changé. Beaucoup de choses changent pendant cette période si particulière. Les hommes ne faisaient que passer dans la cuisine. Aujourd'hui, ils y sont, par la force des choses. Quand ils ont fait le tour du salon, le tour de la chambre à coucher, le tour de la salle de bain, à un moment donné, ils passent par la cuisine, puis ils essayent de faire quelque chose. Alors, il y a une chose qu'ils aiment, ils essaient de la réaliser. Pourquoi pas? C'est le moment ou jamais. Alors ils vont vers l'internet, et ils lancent des vidéos, etc. Ah, ça paraît facile. Ah, cette recette facile en 5 minutes. Ah non, en 5 minutes, c'est pas assez. C'est pas assez. Ah, celui-là, il a l'air... c'est... À un moment, on note, à un moment, on en a marre et on se décide de passer à l'action. Et on va mal faire. Non seulement on veut bien faire pour soi-même, mais aussi pour faire goûter à sa compagne, à ses enfants, si on en a. On a envie de les entendre, quelque part apprécier. Ah, c'est bon. Bah, tu l'as bien fait, t'as réussi, bravo. Ils sont impressionnés par cette réussite inattendue. Voilà, non seulement tu t'es mis à la cuisine, mais en plus tu as fait quelque chose de bon. Et on suppose que cela va marquer tout le monde. Oh, non, c'est une catastrophe. Alors il faut faire quoi quand la catastrophe est patente et vraiment... Il faut jeter à la poubelle, on dégage un peu la croûte, ce qui est un peu cramé, on le dégage, mais ça va pas, un côté c'est cramé, de l'autre côté c'est pas assez cuit. Je vous parle pas des acrylamides, alors là, c'est pas la peine. Je suis prêt à bouffer des tonnes et des tonnes d'acrylamides, c'est le dernier de mes soucis. Alors ça crame, comme vous le voyez ici, c'est vrai que c'est bien cramé, je sais pas comment j'essaie de présenter devant là. C'est bien cramé, bon là c'est ça, et puis au bout d'un moment les acrylamides, si on doit y penser de façon permanente, on pourrait jamais s'en sortir, les acrylamides. Ça fait partie des risques qu'il faut assumer.
acrylamide comme autre chose, comme autre substance. Puis on ne sait jamais, la mort peut venir pour une cause tout autre. Alors, tant qu'à faire, pourquoi s'en faire? Voilà un côté mi-figue, mi-raisin. Voici donc, j'ai des heures, heureusement que France Culture est là pour m'accompagner. Et France Culture. Bien sûr, je critique France Culture. J'ai beaucoup à lui reprocher, évidemment. Mais même France Culture, un peu devenu populaire, devenu un peu France Inter bis quelquefois. Beaucoup de France Culture qui s'intéresse au spectacle vivant, qui invite des gens qui sont des créatifs, mais qui ne sont pas des penseurs obligatoirement, des créatifs. Alors il faut passer 1 heure avec un créatif à lui demander pourquoi, comment ça lui est venu, voilà, etc. Il va nous raconter sa vie. Un créatif à 1 heure de grande écoute. C'est pas ça qui va nous, déjà, qu'on comprend pas grand chose à certaines expressions du spectacle vivant, à certaines choix, etc. Alors, si on doit entendre le spectacle vivant, c'est aussi une chose qu'il faut savoir apprécier en présence, je sais pas, sur place, à chaud, pas après. Voilà, avant qu'on voit le spectacle ou après, voilà, on débat du spectacle, on débat avec ceux qui ont assisté au spectacle, ou je sais pas, mais après, c'est abstrait, mais c'est d'un abstrait pas toujours très intéressant. Après, on a ces sortes de dialogues un peu dans lesquels il n'y a pas réellement de paroles circulantes, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas ne me parlez pas de cette émission du samedi matin ou du dimanche matin, ce truc-là, bon, non, il y a des émissions, il y a de la polémique, mais alors ne me parlez pas de celle du samedi matin, ne m'en parlez surtout pas, me parlez pas de certains. Ah, évidemment, on voit, quand on écoute les archives, on voit qu'il y a quelque chose. Donc, France Culture, malgré tout, malgré l'état très dégradé, donc, je disais tout à l'heure, c'est une sorte de France Inter, quelquefois, bien entendu, quelquefois, Jean Lebrun, etc. Des gens peuvent partir de France Culture pour aller à France Inter. Ça se comprend, puisqu'ils font à peu près la même chose. Du documentaire, des choses comme ça, pourquoi pas. Et puis, il peut y avoir l'inverse aussi. Sur France Culture, il y a sûrement des émissions intéressantes. Il y a eu là-bas Si j'y suis. Bon, je n'ai jamais écouté, mais on a parlé. Mais France Inter, non. France Inter, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, Lucien Jeunesse, tous ces trucs-là, Ruggieri, mais j'en ai... comment elle s'appelle, celle qui a été dans une émission, parle de jardinage. Il y a même eu, je pense, je sais pas si... il y a eu des gens, c'est vrai, des têtes, presque des stars de France Inter, qu'on a fréquenté, enfin, qu'on a suivi pendant quelques années. Après, évidemment, France Culture, ça reste France Culture, et un petit salut, c'est pas Casanova, si je me rappelle bien de son nom, c'est lui qui a mis fin à ses jours
Panorama, c'était une chose. C'est Panorama, voilà. On savait que, et, voilà. Et c'est vrai que ça fait un peu toujours le côté presque prétentieux, le côté entre soi, ça dérange. Il y a rien à dire. Le côté trop entre soi, le côté élitiste. Après, il reste une partie didactique de France Culture, et c'est vrai, les lundis de l'histoire, un peu remplacé par l'émission actuelle, par exemple, et puis c'est les lundis de l'histoire, ou je sais pas quoi, cette émission quotidienne qui était là aussi sur l'histoire, ben on dégrade un peu, comme je sais pas, on va comparer France Culture à Arte qui était, quand elle a démarré, c'était certaines standines, voilà, encore quelque chose d'élitiste. Et puis, Arte est devenu la 5, France 5 bis, bien entendu, chaîne nature et découverte, principalement voyage, voilà. Voilà ce que c'est que, et puis, voilà, les soirées, un peu, débat, tout ça, ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus grand chose. Bien sûr, il reste des choses, mais fondamentalement, ce n'est plus les mêmes contenus, la même exigence, la même programmation, voilà, il faut, bien sûr, il n'y a pas lieu de détester le peuple, il n'y a pas lieu de dire que, etc. Et c'est vrai qu'il reste le côté enseignement, le côté université populaire ouverte, ça reste chez France Culture, notamment quand il y a... Ça reste, mais c'est une radio souvent d'accompagnement et presque de divertissement et moins de une radio qui éveille, une radio qui force à se poser des questions, une radio qui vous met en difficulté parce que vous êtes en face de presque d'une... ça vous contraint à vous rendre compte de vos limites, de vos ignorances et de vos lâchetés, de vos démissions. Vous avez renoncé à côtoyer une œuvre parce que cela était laborieux, voilà, il fallait. Donc voilà, et heureusement qu'il y a France Culture pour accompagner ce moment. Il y a un mot, il peut y avoir un mot, et c'est déjà ça, un mot qu'on va pas trouver ailleurs. Un mot, voilà, qu'on va retenir d'une fiction ou d'un échange. Voilà, un mot. Et c'est mieux que rien. Un mot qu'on va peut-être pas entendre ailleurs. Donc, pendant que je fais ce que d'habitude les femmes font, j'oublie pas que je suis un homme et que je suis plutôt un homme à question, un homme qui se questionne, un homme qui ne se repose jamais, voilà, mon statut d'homme implique que je cherche toujours à obtenir une sorte de distinction. Je recherche une distinction dans la fréquentation et du monde des idées, du monde des concepts, du monde de la complexité, du monde... C'est vrai, pendant que je préparais, j'ai écouté, parce que pas facilement, parce que déjà c'est très difficile, j'ai écouté une émission qui là, la méthode scientifique, là, ça va, quelque part, ça a remplacé une émission des sciences qui était à 14 heures, mais
ça va. Donc là, c'était sur le microbiote, un peu sur... et c'était... alors là, la complexité, on est en face de quelque chose qui est vraiment d'une complexité assez, comment dire, ça vous impose, ça vous impose le respect. Mais on se dit, tiens, les chercheurs, ben, ils cherchent, pour y dire, comme certains, avec l'argent public, ben, c'est normal qu'ils viennent rendre compte de, un peu, de l'état de leur recherche, de leur avancement. C'est normal que ça passe par une radio publique, tout se tient. Financement public et diffusion sur un média public, voilà, le public tel qu'on l'aime, tel qu'on aimerait qu'il ne cesse jamais de s'améliorer, de se perfectionner, et peut-être, j'en sais rien, à croire qu'il y a des publics, voilà, et comme pour les télés, etc., il y a un public, voilà. Pour le matin, il y a un public, pour l'après-midi, il y a un public. Faut que France Culture ne soit pas dans cette idée-là, même si, évidemment, ce n'est pas le lieu. Moi, j'étais resté sur... Voilà ce qui permet d'échapper, même de façon assez peu, comment dire, même de façon un petit peu marginale, d'échapper à la loi et aux contraintes, ou j'allais dire aux contingences. Quand on fait une chose, on n'est pas content. On a l'impression de devoir consacrer du temps à quelque chose qui n'est pas essentiel, parce que cette chose-là, elle ne va pas être permanente. C'est une chose que l'on va mettre en mouvement, et puis que l'on va ingérer et faire disparaître. Ce n'est pas quelque chose qui est promise, à un avenir. Voilà, on n'est pas là en train de travailler sur des concepts vraiment innovants ou d'élaborer des théories ou d'élaborer des algorithmes ou d'élaborer, je sais pas, même pourrait même être en train d'élaborer des paraboles, pourquoi pas. On n'est pas dans l'activité que l'on préfère. De temps en temps, on approche de l'univers qui est celui des femmes un peu partout sur Terre. La plupart des femmes cuisinent et elles sont obligées de faire ça tous les jours. Cuisine, nettoie, assure l'intendance à tous les niveaux. Donc, et c'est une activité, donc s'il n'y avait pas France Culture, une activité extraordinairement abétissante. Aucune idée ne vous traverse l'esprit. C'est pas en préparant à manger, en faisant la vaisselle que vous allez être traversé par une révélation, par une fulgurance, par une sorte de... il n'y a rien. C'est presque l'esprit vide. C'est une machine biologique qui s'active, qui se déplace. Voilà. Et le jour présent ressemble au jour d'avant, et évidemment, il y a de fortes chances pour que le jour d'après, il ressemble au précédent. Aucun changement. Aucune perspective j'allais dire, de s'affranchir de ça, de quitter cette situation sûrement
que tout le monde doit ressentir, que toutes les femmes doivent ressentir finalement énervante, épuisante et plus encore. Donc mi figue mes raisins, ça, je sais pas, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a, je sais pas, j'adore cette chose que font les Américains, mais ça peut avoir des côtés négatifs. Quand il y a quelqu'un qui vient s'installer, on vient le voir et on lui offre quelque chose, un gâteau. Alors, j'aurais aimé, je sais pas, je suis en train de préparer quelque chose, ça sent bon, ça n'a pas cramé, imaginons les situations où ça crame pas. Donc les odeurs qui sortent dehors, c'est des odeurs alléchantes et voilà, mais je vais faire goûter mes voisins, mes vis-à-vis, par exemple, pourquoi pas. La chose que réellement, que j'apprécie le plus dans la vie, c'est cette idée d'aller régaler quelqu'un avec quelque chose que l'on aurait préparé exprès. De voir la joie et de voir même une sorte d'appétit, une sorte, un moment voilà, quand on a fait du thé, par exemple, le thé du milieu de la matinée, donc on a mis quelques petites choses, évidemment, le thé seul, non, mais du pain, ce pain feuilleté ou des beignets ou quelque chose qui va faire plaisir d'abord aux yeux avant de faire plaisir au ventre. Et là, on sait que c'est comme offrir un avant-goût du paradis à quelqu'un. Alors, on a fait une chose et on sait que la personne, malgré que cette chose n'est pas extraordinaire, mais elle est indispensable. Et elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire pour soi, c'est de pouvoir faire goûter. Quitte à ce qu'on a mis des heures à préparer, quitte à ce que ça parte dans l'heure qui suit. Ce n'est pas un problème. Car ce que l'autre ce que l'autre aura, ben moi ça me dérange pas de pas l'avoir. Voilà mon ultime finalement souhait, c'est que l'autre puisse se régaler de quelque chose que je trouve digne d'être apprécié, que je trouve appétissante. Voilà, donc voilà, c'est ça le truc. Alors mi figue mes raisins. Bon, j'ai un peu débordé. Je me suis un peu appesanti sur l'histoire de France Culture, mais France Culture a toujours été là, au moins pendant que je faisais ma cuisine. Jamais, jamais, jamais France Culture ne m'a quitté. Et j'ai passé beaucoup d'années avec comment elle s'appelle, celle qui a été directrice de France Culture aussi, qui a sûrement pas bien fait, qui est passée après le journal de 22 heures, mais j'oublie toujours son nom, Laure ou je sais plus quoi. Donc, elle est un peu précieuse, et, évidemment. Elle invite que des gens très très haut placés, voilà, des sommités, des excellences, etc. Voilà, il y a un côté, je sais pas, il y a un côté là, faire plaisir à des gens déjà, je sais pas, des gens qui viendraient de partout, même du Japon, peu importe.
il y a des traducteurs, et puis voilà. Tandis que d'autres font justement dans cette histoire de spectacle vivant et autres, il n'y a pas que le spectacle vivant, mais ils invitent des gens qui sont un peu connus dans leur domaine, mais pas trop. Ce ne sont pas des stars, et ils ne le seront jamais d'ailleurs. Voilà, Laura Adler, voilà. Laura Adler contre chant. Voilà, donc c'est bien, le titre est bien, elle a une voix qui passe et quelquefois, ouais, c'est ça. Quand on est un enfant de France Culture, c'est un enfant de la radio d'abord, et puis une fois que on a rencontré France Culture, ben c'est la rencontre de sa vie, simplement. Après, quand on aime, on peut s'autoriser à critiquer, on peut s'autoriser à exiger, voilà. Et c'est comme ça. Voilà, donc mi-figue, mi-raisin, et voilà mes aventures un peu culinaires, plutôt boulangères cette fois-ci. Et on aimerait un jour réaliser une chose de la façon la plus classique possible, pas de surprise, mais c'est bon. C'est bon comme toujours. C'est bon comme il est normal que ça soit. Voilà, il n'y a pas de quoi être fier. Il y a juste à dire, voilà, c'est fait. Ben moi je suis fier parce que j'ai pu sauver une partie de mon travail, que j'ai pas tout perdu. Alors évidemment, j'ai fait beaucoup de pain au raisin, toujours dans cette idée qu'au lieu de faire 400 grammes simplement, c'était déjà beaucoup, peut-être 350, j'ai fait 500 grammes. Chaque fois, c'est trop. C'est trop. Le sucre, c'est pas trop, le sel, pas trop. Alors, la levure, n'en parlons pas. La levure, si le pain au maïs n'a pas bien levé, c'est parce que peut-être la levure, elle est un peu trop vieille. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça. Je l'ai pas laissé assez monter. Alors la levure, pour qu'elle se développe bien, il faut mettre un peu de sucre. Et évidemment, on obtient une sorte de réaction, une sorte d'effervescence, et là on sait que c'est bon. Mais si il faut attendre normalement 10 minutes dans l'eau tiède, et déjà c'est bon. Mais alors, si on rajoute une pincée de sucre, ça permet. Donc voilà. Donc c'est un savoir, c'est une habitude, c'est une expérience, c'est aussi une certaine, comment dire, du sérieux. Voilà, un certain niveau de sérieux. C'est sérieux la cuisine. C'est sérieux on fait pas ça pour après se mettre à comment dire, à se lamenter. Non, on fait les choses comme il faut et voilà. Donc c'est comme ça. Ben j'ai fait le tour un peu. Je me suis arrêté, monté, s'est refroidi, mon pain s'est refroidi et donc durci. Voilà. Ah, dans quel état se retrouve mon pain? Je suis obligé alors je suis obligé de le casser parce que je peux pas l'utiliser vu que j'ai plus beaucoup de dents. Ma surface masticatoire est presque réduite à rien. Donc il me faut absolument un pain qui va pas, et que je vais pouvoir quand même mâcher un peu. Mais là, c'est pas du tout le cas.
Mais là, j'ai coupé le pain en petits morceaux parce que j'ai fait ça sans me rendre compte plutôt. Parce que je parlais et je voulais avoir, enfin, je me suis occupé les mains. Pour une fois, j'ai pas fait dans la chorégraphie des mains, avec les mains. Voilà, pour une fois, j'ai émietté du pain qui ne s'émiette pas d'ailleurs facilement. En tout cas, voilà une chose. Alors, on voudrait faire au moins, l'idéal c'est de faire comme la mère le faisait, comme les sœurs le font encore, et puis même, on peut imaginer, tiens, une chose que je pourrais faire mieux que ma mère. Ah, faut laisser tomber. Faut laisser tomber. Donc, je disais tout à l'heure que j'étais un précurseur, dans le sens, aujourd'hui, je me disais, voilà, donner une image, une sorte d'image comme ça, ce que j'ai fait dans mon four, c'est comme si je voulais en fait faire du covoiturage, et en même temps, je déménage quelqu'un, j'y pensais avant, donc c'est pour ça que ça vient rapidement, je transporte quelqu'un qui déménage, et puis je fais aussi une livraison, et peut-être sur la route, je vais passer, parce que c'est sur la route, je vais dépanner quelqu'un. Je vais dépanner un automobiliste ou parce que... Donc 4 activités en même temps. Déjà, convoyer des gens dans sa voiture, c'est déjà bien. Donc, je fais plein de choses en même temps. Donc, en fin de compte, le bilan carbone est réduit parce que, évidemment, l'utilisation de l'énergie fossile, évidemment, est réduite. Donc, c'est ça la chose que l'on peut dire. Alors, il y a une sorte de, non pas d'avarice, mais un sentiment d'insécurité financière qui commence à rencontrer les thèses décroissionnistes et les thèses environnementalistes un peu. Si je conserve un sac de plastique pour une utilisation prochaine et utilisation future, si un sachet de congélation, si je l'utilise 2 fois ou 3 fois, ben finalement, je suis finalement un être humain qu'il faut savoir, et voilà, il faut encourager, parce que comme ça, je réduis mon impact environnemental et ma production de plastique. Et c'est ça la chose. Alors, je conserve du plastique comme tous les vieux et les vieilles, voilà, on est condamnés en vieillissant à conserver du plastique. Et en plus, on a un extraordinaire alibi, c'est que le plastique, on en trouve plus facilement, comme avant. On va au supermarché, on allait au supermarché, on prenait 10, 15, 20 sachets à la fois, d'un seul coup. Et aujourd'hui, la caissière ne disait rien, faisait semblant de ne rien remarquer. Voilà, on se servait voilà, dans le stock du supermarché. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Donc, chaque fois qu'on a un sachet, on se dit, tiens, c'est précieux, non pas par rapport à l'environnement, mais c'est pas parce que je pourrais en manquer. Donc, je prévois de l'utiliser pour autre chose. Celui-là est solide, alors je pourrais l'utiliser pour ça. Celui-là, il est léger, enfin, il est je sais pas quoi. Et toutes ces choses-là se passent
c'est vraiment un peu, je pourrais dire, les heures et les malheurs, c'est de quelqu'un seul dans sa vie, non pas ordinaire, mais non pas extraordinaire, mais extrêmement ordinaire, peut-être même infraordinaire, voilà. La misère à tous les niveaux. Alors, pas du tout, aucune raison de se congratuler ou de se féliciter pour quoi que ce soit. Il n'y a pas lieu d'être content de soi, il n'y a pas lieu de se louer, ça ne fonctionne pas. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Et on peut rien faire, On est là à la fin de notre vie, on peut rien faire. On sait que les choses vont s'aggraver. Alors si aujourd'hui j'ai pu faire des choses, j'ai pu rester debout pendant des heures, imaginons dans 5 ans, 6 ans, comment ça va être, je pourrais pas. Mais alors si je vis jusqu'à 80 ans, alors là, n'en parlons pas. C'est ça le problème. Le problème est que ce qu'il y a à venir est vraiment pas du tout agréable à penser ou à envisager. Donc solitude qui se rajoute, solitude d'aujourd'hui, qui se rajoute à celle d'hier, qui se rajoute à celle d'il y a 3 jours, d'il y a 3 mois, d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, d'il y a 60 ans. C'est partout la solitude, partout partout le manque, partout l'absence, partout. Et la même question, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? À bientôt dans un autre développement, à bientôt, et j'espère que vous allez avoir de la réussite dans tout ce que vous pourriez entreprendre, culinaire, boulanger, peu importe, et puis même, je sais pas, même si vous deviez vous autoriser un petit moment de folie, un petit moment, pourquoi pas, bonne folie, bon relâchement, bon, je sais pas quoi. Ouais, faites de la poésie déjantée, voilà. Essayez de déjanter, essayez de tester la perte de contrôle, essayez de tester un peu les mots que vous ne testez pas d'habitude, que vous n'utilisez pas normalement. Soyez fous, soyez, comment dire, non pas courageux, mais soyez plutôt, il y a un autre adjectif, soyez voilà, prenez des risques avec les mots, voilà, rien à perdre, vous pouvez jouer avec les mots, ça restera toujours de la littérature ou de l'oraliture, peu importe, ce n'est pas grave, et soyez inconséquents, soyez, on pourrait dire, iconoclastes, soyez
tout le contraire de ce que vous êtes, tout ce que vous avez été jusqu'à maintenant. Et même si un jour, si vous avez l'habitude de réussir vos préparations culinaires, boulangères et autres, essayez d'échouer. Essayez d'échouer, rien que pour voir, voilà, pour éprouver un peu le goût de l'échec et le goût de la déception. Voilà, essayez de manger quelque chose que vous avez raté. Vous avez cramé, vous avez peut-être pas assez cuit, vous avez trop salé, vous avez, voilà, quelque chose qui n'a pas été, voilà, fait selon les règles, voilà, quel est le manque du gras ou autre chose, voilà, c'est ça. J'espère que je vais quand même un jour être, non pas approcher de la perfection, mais au moins essayer de limiter les dégâts, faire quelque chose que je pourrais, sans honte, faire goûter à quelqu'un. Ce serait vraiment très très bien. Voilà, j'ai gardé ça pour toi et voilà, je l'ai presque, je pourrais dire, je l'ai réussi pour toi, pour te faire plaisir. À bientôt, prenez plaisir.